Alors, ce qu'on remarque aussi, c'est que donc les élèves justement à cet âge-là, spécialement dans l'enseignement technique et professionnel, ont à choisir une orientation qui les amènerait parfois, quand ils ont un projet atypique, à devoir fréquenter une école qui est majoritairement fréquentée par des élèves de l'autre sexe, et que donc cette spécialisation des écoles qui existe encore à l'heure actuelle comme héritage historique du passé est un obstacle pour le choix de certains qui envisageraient bien un métier soit de fille soit de garçon, mais qui ne veulent pas aller dans un milieu où ils auront affaire essentiellement à des élèves d'un autre sexe que le leur. Donc on voit aussi là que la structure de l'enseignement et la spécialisation des écoles jouent aussi un rôle d'obstacle à l'époque où ces jeunes sont très sensibles à faire partie d'une communauté d'appartenance qui est de leur propre sexe. Et évidemment, de ce point de vue-là, les élèves des écoles, les élèves qui sont orientés vers le professionnel et le technique sont désavantagés puisque eux doivent choisir une filière d'études à l'âge où ces préoccupations sont les plus importantes et doivent aussi choisir des écoles où les marques de genre sont les plus visibles. Donc ceci probablement distingue les élèves de qualification des élèves de transition qui pendant plus longtemps ont l'occasion de retarder leur choix d'orientation et d'autre part de rester dans un milieu plus mixte. Mais il y a aussi d'autres freins au choix d'une orientation atypique. C'est le fait que, donc, vous, les psychologues et sociologues, on attire l'attention là-dessus, au fait que les élèves, donc ce qui permet de prendre distance par rapport aux idéologies viriles qui jouent dans la construction identitaire à l'adolescence, c'est une série de circonstances où de nouveau on retrouve des différences entre les élèves de transition et les élèves de qualification, de par leur origine sociale et de par les programmes et le genre d'activités auxquels ils sont confrontés au quotidien. C'est notamment, souligne notamment le psychanalyste de jour, qui est un psychanalyste un peu spécial puisqu'il tient compte dans ses analyses de la construction identitaire, de l'importance du système social et des idéologies qui le traversent. Donc c'est le fait que donc ce qui permet de prendre distance ou de retarder, de relativiser ces codes sociaux de la virilité ou de la féminité sont des études où on entretient, on nourrit le désir, où on n'est pas enfermé dans on a l'occasion de créer, et donc ce sont des circonstances qui sont plus favorables aux élèves du général qu'aux élèves de professionnels qui, eux, au contraire, sont déjà dans des activités très manuelles, parfois confrontés dans leur cursus scolaire à des professeurs de pratique qui véhiculent eux-mêmes des idéologies de défense de métier qui incluent des valeurs de virilité comme être dur avec soi-même, être courageux, ne pas avoir peur, etc. Donc, globalement, les élèves de qualification jouissent de conditions moins favorables à la prise de distance par rapport aux codes sociaux de la virilité qui concernent tout le monde, mais qui sont plus prégnants dans certains milieux que dans d'autres. Bon, il résulte en tout cas de ces différents facteurs que dans les écoles professionnelles, techniques et professionnelles, mais encore plus dans le professionnel, très rares sont les élèves filles qui choisissent ou qui sont orientés vers des filières d'études et de formation typiquement masculines, et un peu moins rares, mais quand même minoritaires, les garçons qui choisissent des métiers classiquement féminins. Donc on arrive alors sur la problématique des élèves atypiques, c'est-à-dire on parle en général d'élèves atypiques quand ils sont moins de 30% de leur sexe dans un environnement majoritairement composé d'élèves de l'autre sexe. Et quand il s'agit des filles, c'est vraiment beaucoup moins que 30%, c'est parfois une fille pour 100 élèves, enfin c'est vraiment très 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 minoritaire. Et là on constate alors un contraste important
quand même entre la situation des filles et la situation des garçons quand ils sont des élèves atypiques. Les filles sont plutôt mal accueillies et souvent maltraitées dans des classes majoritairement masculines, où elles sont en butte aux propos sexistes, au harcèlement sexuel, verbal, psychologique ou même parfois physique. Elles doivent donc, expliquent les agents, s'accrocher ou bien abandonner. Et il y en a quand même quelques-unes qui s'accrochent et qui sont alors très motivées, qui sont considérées comme des bonnes élèves et qui sont appréciées par leurs professeurs. Mais on remarque aussi souvent que les critères d'appréciation de ces filles-là sont marqués par le genre. Par exemple, on dira d'une élève en maçonnerie que c'est une très bonne élève, qu'elle est hyper méticuleuse parce qu'elle nettoie bien son mur quand elle a fait son travail, ou bien d'une élève en peinture de bâtiment, qu'elle a le sens de l'esthétique, le goût des couleurs. Enfin, ce sont des critères qui renvoient finalement à des associations avec des qualités qu'on prête aux femmes. Et donc, bien qu'elles soient appréciées, on retrouve d'une certaine manière aussi des traces du système de genre dans les raisons pour lesquelles on les apprécie. Elles ont aussi plus de mal à trouver des stages que leurs camarades masculins. Quand on les envoie en stage, parfois elles se sentent la surprise, donc c'est déjà quand même un premier abord un peu difficile. Elles doivent convaincre, j'utilise des mots qui m'ont été fournis dans les entretiens, elles doivent doublement faire leurs preuves. Donc on voit que, en tout cas, ces filles-là, elles ont vraiment pas facile. Ce qu'on remarque aussi, c'est que celles qui s'accrochent et qui réussissent ont souvent des caractéristiques un peu particulières. Donc, par exemple, un entourage familial qui les soutient, ou bien le projet de reprendre l'entreprise du père, de l'oncle, enfin, qui constitue une motivation supplémentaire et un soutien pour persévérer dans des circonstances qui ne sont pas toujours faciles. Les garçons, au contraire, donc je parle des garçons atypiques qui se retrouvent dans des études où les filles sont majoritaires, sont bien accueillis par les filles, ils sont, dit-on, chouchoutés, les filles sont contentes d'avoir un ou deux garçons dans leur classe, eux-mêmes ne s'en trouvent pas plus mal, ils sont parfois très contents même. Par contre, ça arrive, en tout cas, on en a donné plusieurs exemples, ils se heurtent, eux, à l'hostilité et au comportement, aux propos virilistes d'autres garçons de filières plus industrielles et enfin, en tout cas plus viriles, réputés plus virils, et à toutes sortes d'injures ou de conduites homophobes de la part d'autres garçons qui veulent donc, par cette façon de les menacer, de les dénigrer, marquer la différence entre les vrais hommes virils et les personnes qui ont choisi un métier féminin et qui donc sont assimilées aux femmes. Donc on retrouve un peu dans ce cadre-là le parallèle du sexisme dans les propos des jeunes auxquels on fait des animations pour les aider à s'orienter. Et là, il s'agit d'un cran plus loin dans la manière d'exprimer le contenu de ces idéologies viriles et homophobes qui sont évidemment très liées entre elles. Les garçons dans les filières féminines ont aussi beaucoup plus de facilité à trouver des stages parce que, d'ailleurs, comme on l'a dit ce matin, ils s'orientent vers des métiers qui sont en général très féminisés et où les employeurs ne demandent pas mieux que d'engager des hommes. Donc, globalement, ces constats faits par les agents et les agentes que j'ai rencontrés recoupent des résultats de recherche plus larges. Ils ont non seulement plus de facilité à se faire engager, mais une fois qu'ils sont engagés, ils parviennent aussi plus facilement à grimper les échelons et à occuper des postes de responsabilité. Donc il y a grosso modo un contraste assez frappant entre la situation des filles atypiques et celle des garçons atypiques.